Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question de musique aujourd'hui avec Abel Abelard qui dévoile Amour farouche, un premier album pop et poétique, tandis qu'Adeline nous embarquera sur la voie de la pop folk avec un grand sourire ensoleillé. Au programme également de belles idées de sortie, mais tout de suite intéressons-nous au dernier documentaire du réalisateur Emmanuel Graff, L'usine secrète, documentaire à la fois tendre et cocasse qui vient clôturer sa quadrilogie sur le monde de la sidérurgie dans notre vallée. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus, et bienvenue. What is boss? What is a Guatemala? What is boss? What is a Guatemala? Plus le travail est pénible, plus les gens sont solidaires et camarades. Emmanuel Graff, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Tu es réalisateur de documentaires et parmi les films que tu as réalisés ces dernières années, on compte Sous le gueulard La vie, L'héritage de l'homme de fer, La trace des pères et dernièrement L'usine secrète que l'on va pouvoir découvrir le 20 novembre au CCAM de Vendeuvre en présence de Nicolas Mathieu qui a prêté sa voix à ce documentaire pour l'occasion. Alors avant de parler de ce film en détail, peut-être un mot sur ce qui t'a conduit, à partir de 1991, à t'intéresser finalement au travail du fer et à travers lui, à celles et ceux qui ont gravité dans ce monde de la sidérurgie. En 91, moi, j'habitais en Suisse, j'étais pas ici. Et c'est sans doute un des éléments décisifs qui m'a fait prendre conscience que je venais d'une région particulière, spéciale. Le contraste entre la Suisse et la Lorraine était énorme. Donc je me suis dit, toi, tu es pas comme les gens autour de toi, tu viens d'une région industrielle. Tu es né à Uckange. Ouais. Ouais. Je suis né à Uckange, j'ai scolarisé à Thionville, etc. Bon, moi, je bouffais du documentaire à l'époque, je regardais tous les documentaires tous les soirs sur la 7, l'ancêtre d'Arte. Ouais. Et un jour, je rencontre une équipe de Suisses qui ont un studio vidéo. Et ils m'emmènent dans le studio et puis ils me font visiter. Et là, à ma grande surprise, ils me disent « T'as un projet ?» Et moi, je le regarde et puis je dis « Mais oui !» Je dis « Oui !» J'ai aucun projet, mais je dis « Oui !» Tu saisis la balle. Oui, mais inconsciemment, il y a un truc décisif. Mais cette seconde-là, elle décide des 30 ans qui suivent. Eh oui, c'est ça. Je lui dis « Oui !» Et puis je t'en parlerai demain. Et du coup, ça me laisse 24 heures. J'imagine très vite le sujet que j'ai envie de faire en images. C'est un sujet sur les hommes et les femmes de ma région. J'aimerais bien filmer ma région, mais pas sous la pluie, pas avec de la tristesse, mais filmer les gens, oui, parler humain. de ces gens. Voilà, exactement. Et le ton est donné, et ça va être le ton global pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire filmer plutôt les gens que les usines, mais les usines sont toujours là, hein, etc., mais les gens au premier plan. Avec l'accent, je dois le dire aussi, dès le premier film, sur d'où viennent-ils, qui sont-ils. Et là, est apparu pour la première fois, mais je ne l'ai pas gardé au film parce que je ne savais pas quoi en faire, le thème de la bricole dont j'ai entendu parler en faisant des tournages, et notamment la chasse au lapin. La chasse au lapin, ça vient d'Uckange. On bricolait, on fauchait, on inventait, on s'échangeait. Les repas donnaient aussi l'occasion de pratiquer des choses étonnantes et peu connues. D'ailleurs, ce film a failli s'appeler « La chasse au lapin de l'usine ». Effectivement, il y avait des chasses officieuses qui étaient organisées, notamment sur les espaces de stockage, le port, le crassier, etc. Lieu très très propice pour les lapins et autres lièvres. Et c'était vraiment une infestation. C'en était à plein, mais partout blindé. Encore aujourd'hui, on en voit, on retrouve même du sanglier, du renard, mais à l'époque, essentiellement du lapin et du lièvre. Moi, je me rappelle quand j'allais à la scierie sur les postes d'après-midi, dans le hall de coulée de la scierie, on sentait l'odeur de la viande. Parce que dans un coin ou dans un autre, des soudeurs ou autres qui n'étaient pas occupés par les installations avaient décidé de faire un branchement sur une conduite de gaz et faisaient un lapin.
On va en parler justement de ton dernier film, L'usine secrète. Un film très très émouvant, dans lequel il est question justement des petits secrets des ouvriers, de ces bricoles dont il était question à l'époque. Comment est-ce que tu as y vendre ces bricoles? Parce qu'il faut savoir, par exemple ici, sur cette table-là, on a une œuvre d'art qui est le fruit de bricoles, c'est-à-dire que les matériaux, les outils étaient sortis de l'usine par les ouvriers qui les transformaient en... Alors on a une pince là derrière toi, ça peut être une louche, ça peut être un lustre, c'est incroyable. Comment est-ce que tu as eu vendre tout ça? Je me suis souvenu de cette bricole, de ces objets et de ces anecdotes à mourir de rire qu'on m'a raconté pendant 30 ans, mais un peu en aparté, en off. Hein. Et j'ai découvert pratiquement en même temps que ça s'est revenu un article d'un sociologue qui écrivait dans la revue Travail L'usine secrète, c'était vraiment le titre de l'article. Et il commence à dérouler ce que moi j'ai en tête depuis des années, c'est-à-dire à quoi ça sert la bricole, hein, ça sert à avoir des relations avec les collègues, ça sert aussi à élargir un peu les contraintes des règlements, ça sert aussi... C'est une forme d'appropriation si oui. On emporte un bout de l'usine avec soi, bon, voilà, c'est un peu notre usine, quoi. Oui, et puis ça peut aussi avoir des fonctions toutes bêtes, de ramener des choses très concrètes à la maison. Hein. Il y avait des gens qui fabriquaient des remorques de voitures, des barbecues. Des palissades, enfin des grilles, des portails. Oui. Puis après, il fallait voir aussi comment on les sortait, enfin bref. Et je me dis, mais faire un film comme ça serait génial parce que ça serait peut-être un film que les jeunes pourraient voir, parce qu'un de mes gros enjeux aussi, ça a toujours été de sensibiliser la jeunesse. C'est ça, de faire des films visibles par les jeunes et qui ne soient pas ni scolaires, ni didactiques, ni trop sérieux, etc. Alors je me suis dit, bon, ça serait un sujet souriant, on pourrait avoir plein d'anecdotes drôles, et puis ça rendrait les oncles ou les grands-pères plus proches aussi, familiers, plus... Et puis aussi, on dirait des choses qui n'ont pas été dites, parce que moi j'ai découvert énormément. Le principe de la bricole, c'est que tout le monde le sait, mais personne n'en parle. C'est ça, c'est tacite entre les patrons et puis le grand silence. les ouvriers. Le grand silence. Mais tout le monde, toutes les maisons avaient des objets de la bricole à la maison, enfin pratiquement tous. La matière première, elle était là. Que ce soit de la ferraille, que ce soit de la cornière, que ce soit du fer plat. Était là, les scies étaient là, l'établi était là, les chefs n'étaient pas là, on faisait notre bricolo soit pour soi, donc je sais pas, on a des platines pour installer quelque chose à la maison, les piquets de tomates ça c'est rien du tout, mais il y avait même de la soudure, du mélange et tout ça. Il y avait toujours quand même des combines. Moi j'ai vu au poste de nuit ramener chez moi sur l'épaule une échelle dont j'ai eu beaucoup besoin, parce que je me suis dit, merde, elle est trop bien pour rester au fond, celle-là. Et puis d'autres faisaient autre chose. D'autres récupéraient, tiens, pour les petites fenêtres qu'il y a dans les caves, si tu regardes, tu verras, dans certaines cités, il y a des espèces de barres torsadées qui sont ni plus ni moins que les fleurets qu'on utilisait, que les gens récupéraient, ramenaient ça sur leur épaule. C'est à la fois très drôle et extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Et quelque chose vraiment qui ressort aussi dans le documentaire, c'est la camaraderie. Plus le travail est pénible, plus les gens sont solidaires et camarades. Donc moi j'ai connu la camaraderie assez forte dans mon travail. Et quasiment de tout temps, mais beaucoup plus avant les années 2005. Les années 80, c'était vraiment familial. Il y a une solidarité comme nulle part. C'est vraiment ce qui ressort de ce documentaire-là, quelque chose d'unique finalement. Et je pense aussi d'ailleurs en termes de solidarité à cette séquence d'un ouvrier qui s'est endormi un peu trop longtemps pendant sa pause, il ne se réveille pas. Et en fait, ses copains le laissent dormir et vont faire son travail à sa place. Et c'est extrêmement touchant. Ouais, et c'était touchant à filmer aussi, parce que je ne sais pas si ça se voit quelquefois à l'image, notamment sur les grands écrans. Ouais. Il a une larme quand il raconte cette anecdote. Je faisais grosso modo 18 heures de travail par jour, quoi, en gros. Donc quand la nuit, il va en casser la croûte, c'est une demi-heure de pause. Je mangeais en 10 minutes et puis hop, je m'allongeais sur un banc pour piquer un petit roupillon avant de repartir à mon travail, quoi. Je mangeais ma petite gamelle en vitesse, quoi. Et une fois, je me suis endormi, mais profondément, sur mon banc. Les copains ne m'ont pas réveillé. Ils ont pris ma place, ils ont pris le banc, ils m'ont emmené dans une autre allée. Je me suis réveillé complètement perdu. Ils auraient pu me secouer en disant hey, « oh, il faut que tu ailles au boulot. »
Eh ben non, ils ont pris ma place. Ils ont fait mon travail pendant que moi je me reposais. Ouais. C'était ça l'usine. Cette camaraderie, c'est quelque chose dont je voulais parler de manière très concrète, c'est-à-dire comment elle se manifestait, hein, très concrètement. Et puis là, l'exemple là dont tu parles, il est magnifique d'autant plus qu'il ne pourrait pas se reproduire en 2025. Enfin, le film à la fin, tu l'as bien compris aussi, il compare, enfin il montre comment le travail a évolué dans ce milieu-là. Automatisé. Ouais, automatisé, moins de monde, surveillance du personnel, moins d'autonomie au travail parce que... Et finalement, chacun rentre chez soi après le soir. Chacun rentre chez soi, ouais. Ouais, c'est ça aussi. Quelque chose que j'ai appris, c'est que les fêtes au travail se passent en dehors du travail. Par contre, jusque dans les années 70, on faisait la fête sur le lieu de travail. Alors ça pouvait poser beaucoup de problèmes, comme ça apparaît un peu, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si dans ces métiers-là, on n'a pas une part de lâcher la soupape. Le rire, c'est aussi pouvoir décompresser, quoi. Je voulais pas que ça soit un film complètement dans le passé, tu vois. Sinon, la critique aurait été évidente. Tu parles d'une époque révolue, tu fais du c'était mieux avant. C'est pas mon truc, le c'était mieux avant. J'aime bien mettre des choses en parallèle. Et là, quand on visite les usines modernes, on est dans un autre monde que celui-là. Chacun est devant son écran, chacun a sa tasse à café. Il n'y a plus de cafétéria dans les usines la plupart du temps. Ce serait quoi l'anecdote la plus cocasse que tu nous délivres dans ce documentaire à tes yeux? Celle qui m'a fait vraiment rire, parce que je ne la connaissais pas, c'était celle des décodeurs Canal+. Moi, je ne savais pas qu'à l'usine, on fabriquait des décodeurs dans les années 90. Ça quand j'ai découvert en direct derrière la caméra, j'ai dû me cacher pour aller rire au fond. C'était fou. Non, sinon, celle qui, quand on la visualise, est peut-être la plus drôle, c'est celle des remorques et que les gens font passer avec le bon de bois. Nous, on fabriquait beaucoup de remorques à voiture. Alors après, pour les sortir, eh ben, tu faisais un bon de bois, on avait le droit du bois. Alors tu faisais un bon de bois, du bois de récupération, et puis tu mettais ton bois dans la remorque. Et puis à la sortie, tu montrais ton bois de bois, et puis tu sortais ton bois et ta remorque. Oui, moi j'ai vu des mecs, ils se faisaient des portails. Oui, j'ai vu des mecs faire des portails. C'est ça. Des portails. Ouais. Voilà. Et le mec, il passait avec les coffres, allez, Et vas-y, après, je ne sais pas comment il les sortait, mais il arrive à le sortir, hein. Qu'est-ce que je te dis, là? Hein? Ouais. Dans le documentaire, un des ouvriers dit « Chacun se sentait le héros à une œuvre commune ». Et que c'est ancré. Toi aussi, tu fais partie de ce... Tu es aussi un héros à cette œuvre commune. Je suis pas un héros, mais simplement, à un moment donné, j'avais les moyens de faire quelque chose et je me suis dit, il faut le faire. Il y a un truc qui est intéressant, c'est comment Baru voit les choses avec ses bandes dessinées. Baru, dans mon deuxième film, il dit un truc vachement intéressant, c'est... J'ai remarqué que dans les bandes dessinées, il n'y avait jamais d'ouvriers. Et non seulement j'ai voulu en mettre, mais en plus comme des héros. Donc Barus, il a fait des bandes dessinées sur les gars du nord, de Meurthe-et-Moselle, là, c'est parce que justement, il les trouvait totalement invisibles. Alors, voilà, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est vrai que ces gens-là sont souvent invisibilisés, quoi. J'invite tous les téléspectateurs à se rendre au CCM de Vendeuvre, ça sera, donc Vendeuvre-les-Nancy, ça sera le 20 novembre, en présence de Nicolas Mathieu, puis en ta présence. Et puis pour le reste, on te souhaite bon vent. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, merci. Je peux dire aujourd'hui, c'était mes plus belles périodes de travail. On travaillait, on était des copains. On faisait parfois même des bêtises. Je me souviens même, on montait sur les gazomètres pour aller voir le match de foot à Longlaville, là-bas. On était libres. Mais, comme on dit, le boulot était fait.
À noter que L'usine secrète est le dernier documentaire d'Emmanuel Graff qui raccroche la caméra, d'une part pour ne pas s'enfermer dans un sujet puisque ces 4 films évoquent le monde de la sidérurgie, et d'autre part pour laisser la place aux jeunes générations et à leur regard flambant neuf. N'hésitez pas à consulter le site d'Emmanuel pour en savoir plus à son sujet. Et dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à pousser les portes du Carrefour des Arts à Metz, qui accueille l'exposition du peintre Jean-Marie Chéruot, un artiste spinalien qui aime se jouer du clair-obscur. D'ailleurs, il ne cache pas son amour pour les grands maîtres que sont Vermeer, Caravage ou Velázquez. Vous serez, j'en suis sûre, subjugué par ces peintures à l'huile hyper réalistes. L'exposition est à découvrir jusqu'au 30 novembre au Carrefour des Arts de Metz. Et place à la musique à présent avec Hervé Fortner, que vous connaissez pour être le créateur du très beau lieu qu'est l'Aérogare à Metz, dont les clés désormais ont été remises à une autre belle équipe. Hervé est aussi un homme de théâtre, mais sous le nom Abel Abelard, il se livre en chanson. Auteur, compositeur et interprète, ce Messin exilé depuis peu en Bretagne dévoile son premier album, Amour farouche. Alors à quoi faut-il s'attendre? Quelle en est la tonalité? Je l'ai retrouvé, devinez où? Eh bien à l'Aérogare bien sûr, où il s'est produit en concert lors de la carte blanche donnée à Dom Colmé, Rencontre. Cette voix, ce chant prodigieux, mélopée, variation pour nous deux. J'y mets une urgence qui est quelque chose de l'ordre de la réponse à... On est toujours une sorte d'éponge, hein, on est dans des contextes sociétaux beaucoup, et Amour farouche c'est quelque chose d'urgent et de vraiment viscéral, parce que voilà, c'est peut-être la seule vraie réponse, l'ultime, la réponse absolue, c'est ça, c'est l'amour. Et donc effectivement, il y a une déclinaison de plusieurs récits autour de l'amour. Au-dessus des cheveux, au-dessous de tes seins, tes fesses, tes jambes, ton cou, tes pieds, par-delà ton visage, par-delà tes deux mains, par-delà les confins de ton corps éclairé. Je pense à Bleu gyrophare, qui est un peu une fable un peu écologique sur le contexte climatique qu'on connaît, désastreux. Il y a L'homme qui sonne, c'est plutôt, voilà, c'est un peu une chanson qui est aussi en réponse à toute cette faillite des démocraties, enfin faillite, fragilisation de ces régimes totalitaires qui ont le vent en poupe. Des bouts de chandelles, du feu partout, que font les dieux à moitié fous. Après, il y a aussi le temps qui passe, il y a des chansons qui vont être plutôt dans la mélancolie. Ça, c'est un peu mon fond de casserole, mais c'est pas une mélancolie, comment dire, qui tasse. Il y a aussi des belles mélancolies qui peuvent aussi générer de l'émotion solaire. Mais où va le temps si long? Un oscille, si acile, en exil, sur une île, statue d'argile. Il y avait des idées d'arrangement, mais pour moi très floues, parce que je ne suis pas... Parce que là, il faut quand même être technicien, je ne le suis pas. Et là, avec la rencontre avec Gérald Delic et Antoine Tiburce, ça a été marrant parce que ça m'a tout de suite fait penser au théâtre. C'est-à-dire que tu as un matériau défini, écrit, et ensuite, tu as l'apprenti sorcier ou les apprentis sorciers qui viennent là-dedans et qui vont triturer, ramener des choses et font éclore des résonances, des musicalités qui est super surprenant, mais en même temps qui ne trahit pas du tout la naissance du projet ou du propos. C'est une alchimie comme ça humaine qui a vachement bien opéré. Et du coup, c'était très fluide. On a enregistré assez rapidement quand même l'ensemble des morceaux. Enchanté, je suis touché, coulé, bouleversé, déchiré, envolé. Eurydice Memento, c'est celle qui a un peu scellé le pacte, on va dire, de Gérald, d'Antoine et moi, où on s'est dit, ok, on a une bonne base, on va partir de là. Ça me plaisait bien aussi, cette histoire intemporelle. On est un peu dans le sacré avec Orphée et Eurydice, cette histoire
reprises tant de fois par cinéastes, poètes, musiciens. On est parti du coup sur quelque chose de noir et blanc, d'un peu d'énigmatique. Dans la trame, il y a une sorte de drame là, qui se joue comme une combustion lente. Là, on sent la mèche qui défile jusqu'à l'épilogue qu'on connaît, quoi. Le son de ta gorge, le souffle, elle est moi. Amour farouche, c'était le dernier morceau qu'on a enregistré, qui est devenu le titre éponyme de l'album. On est toujours dans des énergies, portées dans des thèmes, ou je sais pas. Et aujourd'hui, moi je suis très dans le maritime, et pas savoir pourquoi, mais c'est ça. Et du coup, ça s'est passé au bord de la mer, sur un bateau, et les falaises. Et on illustre à la fois le visuel, mais aussi le texte de la chanson. On est dans cet univers. Et c'est d'amour farouche, mes lèvres sur ta bouche. Abel Abélard, qui aime raconter des histoires autant qu'il aime qu'on lui en raconte. Son premier album Amour farouche est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez surtout pas à vous le procurer. Et musique toujours et encore avec une artiste qui a partagé la scène, elle aussi, avec Abel Abélard justement lors de cette fameuse carte blanche proposée par Dom Colmé. Je veux parler d'Adeline, qui a grandi au son de Francis Cabrel, d'Evanescence, dont elle dit que le groupe lui a sauvé la vie lorsqu'elle était au collège, ou encore Isia Higelin. C'est nourrie de toutes ces influences qu'elle dévoile aujourd'hui un premier album plein de peps, Un sourire au soleil, qu'elle nous présente de ce pas. Je m'appelle Adeline, je suis autrice, compositrice, interprète qui a touché le théâtre pour m'amener sur les planches de la direction de la musique. J'ai fait ça de manière amateur pendant des années et j'ai rencontré un auteur-compositeur-interprète avec qui j'ai bossé pendant 5 ans pour mes précédents EP et mon premier album Un sourire au soleil qui s'appelle Alex Bianchi. On a écrit plus d'une quinzaine de chansons ensemble, donc voilà, à 4 mains et il est écoutable un peu partout aujourd'hui. La tête dans le sable toute la journée, à troquer des milliers d'heures contre un salaire. On en oublierait presque de respirer l'air qu'on a dehors qui toujours est offert. Ce premier album a tendance à aller du côté de l'odeur du bois et de l'humus, donc on est sur un truc pop-folk, je dirais, pour ce style. Mais on va aussi toucher peut-être un peu des moments rock'n'roll avec des guitares sur une chanson de Casino notamment, qui c'est un peu plus tendu, on sent cette tension lourde et palpable. Autant on va aller dans des histoires d'amour, dans l'évolution aussi de la vie d'une petite fille qui se fabrique une coque de protection pour affronter le monde dans lequel on évolue, qui est pas forcément évident. Et puis aussi, il nous invite à débrancher les machines pour qu'on puisse essayer de prendre du temps pour nous, débrancher avec tout ce monde virtuel pour se retrouver soi-même, parce qu'il est assez anxiogène ce monde-là. Donc voilà, c'est une invitation aussi à la réflexion et je vous laisserai le découvrir. Il y a plein d'autres choses qui constituent cet album. Je me lève chaque matin en face de ma glace. J'ai peur qu'un jour mon reflet m'esquisse des menaces. J'ai la cuisse aussi large que 2 jambes de top modèle, mais je me rassure en me disant qu'elles ne sont pas si belles. Les filles des mags, c'est un titre que j'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée. Très en colère d'avoir eu des remarques qui ne me concernaient pas forcément directement, mais voilà, des histoires de vie, des tranches de vie de copines ou de sœurs de copines qui étaient un peu plus jeunes au collège, parlant du physique, des critiques qu'elles avaient pu recevoir. Et donc j'ai commencé à écrire ce titre-là de manière un peu agressive. Et justement, avec Alex Bianchi, quand on a retravaillé ce titre, il m'a fait comprendre qu'on pouvait piquer et dénoncer quelque chose sans être vulgaire. Donc on a retravaillé le texte ensemble pour l'amener dans toutes les oreilles. Voilà. Donc les filles des magazines dénoncent quelque chose qui... L'important c'est de s'aimer et de s'entourer de gens
qui vous font prendre conscience qu'il faut s'aimer aussi, qui vous donnent de la force tout simplement. Non, 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 le 32 n'est pas une taille à part pour les pieds des gamines. Non, 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 ne prenez pas comme modèle les filles des magazines. Non, 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 ne prenez pas comme modèle les filles des magazines. Non, non, non. L'album Un sourire au soleil d'Adeline est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et sur le site Labophonique. N'hésitez pas, là encore, à vous le procurer et à surveiller les dates de concerts à venir. L'heure est venue déjà de refermer la boîte à malice avec, allez, Dom Colmé, puisque je ne parle que de lui, qui avait donc invité Abel Abelard, Adeline, dans le cadre de sa carte blanche à l'Aérogare, et qui va se produire en première partie de Cali, au 112 de Terreville, le 21 novembre prochain. Cali, de retour avec un nouveau projet, en duo avec le guitariste catalan Pierre-André de Vera. Ensemble, ils vont interpréter les chansons les plus fortes de Cali, des inédits aussi, et des reprises de Patti Smith, Léo Ferré, Leonard Cohen, Bruce Springsteen et tant d'autres. Quant à Dom Colmé, il interprétera les titres de son dernier album Cheap Road Movie, un voyage cinématographique d'une grande poésie, alors prenez vite vos places. Et moi je vous laisse tout en tendresse avec Dom et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye. La tendresse, Secousse sismique et rose de fleurs de lys. la tendresse, On se frôle à grands coups de canif, à coups de canif. La tendresse, la tendresse, la tendresse. Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.